Imaginez une carte de l'Afrique et rendez-vous compte qu'une frontière est en fait un mensonge. Vous pourriez même dire qu'elles le sont toutes. Elles ont été tracées par des Européens, sans tenir compte de la réalité sur le terrain. Mais là, c'est différent. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ce pays, Barrosaland. Et si vous regardez une carte moderne de l'Afrique, vous ne le trouverez pas. Il est caché à l'intérieur des frontières de l'un de leurs pays, la Zambie, déguisée en province occidentale de ce pays. Mais il ne s'agit pas simplement d'un groupe mécontent ou d'une petite enclave ethnique. Nous parlons d'une monarchie pleinement fonctionnelle, vieille de plusieurs siècles, avec son propre trésor, son parlement et une revendication légale à l'indépendance. On peut dire qu'elle est unique au monde par sa solidité. Non seulement d'un point de vue moral et de la volonté populaire, mais aussi d'un point de vue légal. Aujourd'hui, Barrosaland abrite environ 5 millions de personnes. C'est un endroit profondément lié au fleuve local, le Zambèze. Nous verrons pourquoi dans un instant. Si vous vous promenez dans les rues de sa capitale, Mongu, vous entendrez les gens parler le Silozi, la langue véhiculaire qui unit près de 40 groupes ethniques différents sous une seule identité Lozi. Très différente des langues Bemba, Nyanja ou Tonga de la Zambie. La plupart des gens ici sont profondément chrétiens, mais c'est une foi qui s'ajoute à des traditions anciennes qui sont encore bien vivantes. Économiquement, l'endroit est un peu un géant endormi. Il y a un énorme potentiel agricole grâce à la plaine inondable de Bulozi, et on parle beaucoup de réserves de pétrole et de gaz inexploités, même si leur valeur reste incertaine. Actuellement, c'est l'une des régions les moins développées de la Zambie, ce qui explique en partie pourquoi les habitants en ont tellement assez. C'est le pays secret de l'Afrique, parce qu'il possède tous les ingrédients d'un État-nation, une histoire, un territoire défini, un peuple uni, un gouvernement et une revendication légale à l'indépendance, contrairement à de nombreux mouvements indépendantistes dans le monde. Mais il est actuellement maintenu dans une sorte de entre-deux politique. À cause de cela, pendant que nous parlons, il existe un mouvement très réel pour enfin passer à l'action et déclarer à nouveau l'indépendance totale vis-à-vis de la Zambie. Une démarche qui pourrait potentiellement déclencher l'un des changements de frontières les plus importants de l'histoire africaine moderne. Vous savez, l'histoire nous montre en quelque sorte que lorsque les divisions internes d'une nation deviennent aussi profondes, l'élan vers une séparation est assez difficile à arrêter. Lorsqu'un pays se désintègre, cette perte d'unité commence généralement par une perte de confiance entre ceux qui veulent faire sécession et l'ensemble dont ils font partie. D'accord. Pour comprendre pourquoi cet État fantôme veut soudainement enfin se séparer du gouvernement zambien à Lusaka, il faut remonter bien avant qu'il ne fasse partie de la Zambie, même avant l'arrivée des Britanniques ou de tout autre arpenteur colonial. L'histoire du Barrosaland est celle du peuple Lozi, ou Luyana, qui a établi un royaume dans la plaine inondable du Haut-Zambèze vers le XVIIe siècle. Ils n'ont pas seulement survécu dans ce qui est essentiellement un environnement assez rude, ils l'ont maîtrisé. La géographie de la plaine inondable de Bulozi ou Barrows est l'âme du royaume. C'est une immense zone humide plate qui disparaît pratiquement sous l'eau chaque année lorsque le Zambèze sort de son lit. Cela se produit généralement vers le mois de mars, à cause des fortes pluies. Cette crue annuelle est le cœur battant de toute leur civilisation. Parce que la terre est si plate, l'eau ne fait pas que traverser. Elle s'étend, transformant la région en une immense mer intérieure. Cela peut paraître catastrophique, mais pour les Lozi, c'est une bénédiction. Lorsque l'eau se retire, elle laisse derrière elle une couche très épaisse de limon fertile et de nutriments, transformant les sables du Kalahati en l'une des meilleures terres agricoles de la région. C'est aussi un immense vivier. Les inondations favorisent la reproduction dans lagunes et lacs, faisant de la pêche le pilier de l'économie locale. Si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore.
le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Les habitants ont mis des siècles à maîtriser leur environnement pour le rendre productif. Ils ont érigé des centaines de monticules artificiels dans la plaine, migrant vers ces hauteurs pour rester au sec même quand l'eau atteint 2 mètres. Ils utilisent ces monticules comme habitation. Ils ont également creusé un incroyable réseau de canaux, qui servent de veines au royaume, utilisés pour tout, de l'évacuation de l'excès d'eau, au transport de marchandises. À chaque retour de l'eau, une importante migration annuelle se dirige vers ces terres plus élevées, lorsque les routes disparaissent. Une situation assez unique, qui a également forcé les Laozi à devenir de véritables maîtres diplomates. Pour faire face à cela, ils ont dû développer un gouvernement hautement centralisé et sophistiqué dirigé par le Litunga. Le Litunga n'est pas simplement un roi au sens européen du terme. Le mot se traduit littéralement par « gardien de la terre ». Il est considéré comme le médiateur entre le peuple, les esprits des ancêtres et l'environnement lui-même. La structure politique était remarquablement avancée, avec un système de double monarchie, où un dirigeant masculin gouvernait depuis le nord et une dirigeante féminine depuis le sud. Ils avaient un système complexe de ce qu'ils appelaient les kutas, ou tribunaux traditionnels, qui géraient tout, des litiges fonciers à la justice pénale. Au début des années 1800, le royaume Lozi était une puissance impériale à part entière. Maintenant une armée permanente qui était assez puissante comparée à celle de ses voisins. Puis vint le partage de l'Afrique, et c'est là que commence un peu l'étrangeté juridique. Vous voyez ? Le statut colonial du Barrosaland était fondamentalement différent de celui des régions environnantes, en particulier du reste de la Zambie. La plupart de la Zambie était une colonie ou un territoire administré par la Compagnie britannique d'Afrique du Sud, puis par le Colonial Office britannique. Mais le roi Lozi, Lewanika Ier, était ce qu'on pourrait appeler un fin négociateur. En 1890, il a signé la concession Lochner. Il ne s'est pas rendu. Il a demandé la protection britannique. Cela signifiait que le Barrosaland devenait un protectorat britannique, plutôt qu'une colonie, une entité distincte qui conservait techniquement sa propre souveraineté. Il contrôlait tribunaux et fiscalité, laissant aux Britanniques les affaires étrangères et l'exploitation minière sur leur territoire. C'était un coup de maître du roi Lozi. Il savait que l'armée britannique était trop puissante pour être tenue à distance indéfiniment. Alors au lieu de résister jusqu'à la défaite, il a évité tout conflit en cédant simplement. Les tribus de l'est de la Zambie ont résisté, mais ont perdu, ce qui a conduit à leur conquête, à leur annexion et à la perte totale de leur souveraineté. Barrosaland était légalement un royaume sous la protection de la couronne britannique. C'était un état à l'intérieur d'un protectorat, distinct de ce qu'on appelait alors la Rhodésie du Nord. Lorsque les années 60 sont arrivées, cependant, les Britanniques cherchaient à quitter l'Afrique, et ils étaient pressés. Ils ne voulaient pas gérer le casse-tête administratif des dizaines de petites nations indépendantes distinctes. Épuisés et fauchés après la Seconde Guerre mondiale, ils voulaient simplifier leur départ au maximum. Gérer l'indépendance d'un grand pays était plus facile et moins coûteux que de le faire pour 2 pays séparés. Il y avait aussi la crainte que la balkanisation devienne une tendance. S'ils laissaient un groupe ethnique devenir indépendant, d'autres pourraient demander pareil. Ils voulaient éviter l'instabilité et garder leur influence après leur départ. Bien qu'à long terme, et pour les populations locales, de véritables frontières auraient été préférables à ces étranges amalgames que l'on voit partout sur le continent. Mais de toute façon, pour ces raisons, les Britanniques voulaient une Zambie grande, stable et unifiée. Ils ont donc exercé une immense pression sur les Lozi pour qu'ils rejoignent les nationalistes à Lusaka. Même s'il n'y avait aucun lien préalable, les Laozi n'étaient pas convaincus par l'idée, alors pour les amener à accepter, les Britanniques ont créé une sorte de contrat prénuptial appelé
l'accord de Barrosaland de 1964. Ce n'était pas simplement une suggestion polie, c'était un traité juridiquement contraignant, signé par le futur président Kenneth Kaunda et le Litunga. Barrosaland n'a rejoint la Zambie que pour cette raison. Cela garantissait qu'il resterait à la principale autorité locale et que le royaume conserverait ses lois concernant la terre, les forts et le gouvernement traditionnel. On leur a dit qu'ils pouvaient garder leur statut de pays s'ils hissaient aussi le drapeau zambien et partagèrent le service postal et la diplomatie étrangère. Mais la Zambie a menti. En moins de 5 ans, le nouveau gouvernement zambien a unilatéralement déchiré l'accord en adoptant un amendement constitutionnel, qui a retiré ses pouvoirs au roi et a dit aux Laosi qu'il n'était désormais plus qu'une province de l'Ouest. Pour les Laosi, et selon la loi, c'était une trahison et une violation de leur accord. Le gouvernement zambien a pris le contrôle de tout le Barrosaland et a réduit le Litunga à une simple figure cérémonielle. Cette trahison a alimenté un feu qui a brûlé pendant 40 ans. Les Laosi ont vu leurs ressources être prises par le gouvernement central et investies ailleurs dans le pays, les laissant dans une grande pauvreté. Ils ont été forcés d'échanger leur souveraineté contre une place à la table zambienne, mais on leur a ensuite refusé la possibilité de s'exprimer, ou même d'être servis à cette table, si l'on peut dire. Au début des années 2000, ce ressentiment a conduit à l'organisation de mouvements comme le Lunyung Gadambo, ou le mouvement pour la liberté de Barotse. Ils n'étaient pas des radicaux cherchant la révolution. Ils utilisaient un argument juridique valable, à savoir « Nous vous avons rejoints, à cause de l'accord de 1964 ». Si ce n'est plus valable, notre appartenance à la Zambie ne l'est plus non plus. En 2012, un conseil national de Barroso a eu lieu, un vote a été organisé, et l'indépendance a été déclarée. Ils n'ont pas seulement utilisé des mots, ils ont ramené les symboles. Le drapeau Barroso a de nouveau été utilisé. Un joli fond rouge avec une large bande blanche diagonale. Certains ont même utilisé l'ancien drapeau du royaume Lozi, qui était également rouge avec un cercle noir et un éléphant blanc à l'intérieur. Dans le monde du symbolisme laozi, le rouge représente le sang du peuple et leur volonté de défendre la terre, tandis que le blanc représente la paix et la pureté du fleuve Zambèze. L'éléphant, le nju, est le symbole ultime du Litunga. Il représente la force, la mémoire, une force irrésistible. Avant l'arrivée des Britanniques, la barge du roi était toujours ornée de bannières en ivoire et en peau d'animal. Bien sûr, le gouvernement de la Zambie n'a pas aimé revoir ces drapeaux et n'a pas aimé voir le vote. Leur réaction a été de qualifier la déclaration d'indépendance de trahison. La police et les forces armées sont intervenues, arrêtant les dirigeants que les Lozi avaient choisis comme dirigeants temporaires d'un nouveau Barrosaland. Ils ont été condamnés à 15 ans de travaux forcés. Le pays est légalement indépendant. Mais beaucoup ont poursuivi la résistance jusqu'à aujourd'hui, malgré l'emprisonnement de leurs dirigeants et la répression zambienne. Mais la Zambie maintient un contrôle de facto sur la région. Mais que se passerait-il s'ils y parvenaient réellement? Et si la Zambie décidait soudainement d'accepter cela? Ou s'ils obtenaient l'indépendance par un autre moyen? Et s'ils devenaient leur propre pays de facto demain? À quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, ce serait une nation enclavée, fortement dépendante du fleuve Zambèze. Elle s'orienterait probablement vers une gouvernance traditionnelle, ce qui en ferait l'une des rares monarchies absolues, ou peut-être semi-constitutionnelles en Afrique, un peu comme l'Eswatini. Économiquement, ils essaieraient d'accélérer les accords pétroliers et gaziers, et peut-être de transformer les cérémonies de migration, liées aux inondations, en une sorte d'attraction touristique. Mais avec les voisins, c'est là que ça devient encore plus intéressant. C'était l'une des raisons pour lesquelles leur déclaration d'indépendance a échoué. Il n'y avait aucun soutien d'autres nations ni de l'Union africaine. Si l'indépendance était obtenue maintenant, la Zambie serait très probablement mécontente et ne la reconnaîtrait pas. Il y aurait peut-être un blocus. Mais Barrosaland partage aussi d'autres frontières avec la Namibie, l'Angola et le Botswana. Il existe depuis longtemps une sorte de réseau discret en faveur de la bande de Caprivi en Namibie, où la population est également d'origine ethnique Lozi et possède sa propre histoire de séparatisme. Aucun pays voisin ne soutient officiellement la sécession, car les dirigeants africains refusent généralement de redessiner les frontières coloniales, mais il y a beaucoup de sympathie culturelle. Et leur nouveau soutien aux Lozi dans la bande pourrait entraîner un changement d'avis et un soutien potentiel à un royaume Lozi indépendant. L'Angola pourrait considérer un nouveau Barotseland ami comme une zone tampon stratégique ou un nouveau partenaire commercial pour l'eau et l'énergie. Qu'il devienne une réalité ou reste un pays secret, le Barotseland prouve qu'on ne peut pas simplement tracer une ligne sur une carte et s'attendre à ce qu'un royaume vieux de 500 ans disparaisse. C'est l'histoire d'une promesse brisée qui refuse de mourir.
Et cela nous rappelle qu'en dessous de la carte moderne de l'Afrique, les vieux battements de cœur des grands royaumes résonnent encore, attendant simplement le bon moment pour se faire entendre à nouveau.